à celles et ceux qui nous écoutent. Bienvenue au Maître Cube, le podcast qui parle de cubes et plus généralement du jeu de cartes Magic, l'Assemblée. Je suis Lucas, votre hôte, et aujourd'hui je suis accompagné de Baptiste, amateur de crabot et coup de cœur de J-Rock. Bonjour Baptiste, comment ça va ? Eh ben, ça va super bien. C'est un mois important pour le cube, on va en parler très bientôt. Et toi, comment ça va ? Écoute, je vais avoir la possibilité de poser justement 2 petites semaines de vacances qui vont commencer effectivement par un événement, pas n'importe lequel, un événement de Magic, le premier véritable événement de cube de France, j'ai nommé Cube, l'Assemblée. On en avait déjà parlé dans un autre de nos épisodes. Là, cet épisode, il sortira juste après justement l'événement. L'événement se tiendra ce week-end. L'épisode devrait sortir lundi. Ça va être un week-end trop cool entre copains, ça c'est sûr. Mais au-delà de juste nous, le fait qu'on va bien se marrer et passer un chouette moment, il y a aussi juste le fait que c'est un événement assez inédit en finale en France. On a eu des GP, des Pro Tours, on a eu plein de trucs, mais c'est la première fois qu'il y a un événement dédié au format de Cube. Oui, donc ça sera Cube, l'Assemblée à Auxerre. Si vous écoutez cet épisode, c'est trop tard, mais on leur souhaite de le refaire les années qui viennent, organisé par le Pince Crâne. Voilà, mi-août, et comme ça, vous pouvez noter pour l'été prochain, bloquer quelques jours de vacances mi-août s'ils le refont à la même période. Globalement, la formule qu'ils ont choisie, ça va être de proposer... Alors, c'est pas vraiment du jeu libre, on peut pas vraiment dire ça, ça reste très organisé, mais c'est vraiment, il y aura 3 cubes organisés pendant le week-end, plus une plage de jeu libre le samedi soir. Et je trouve que c'est une approche qui est très chouette dans le fait de rappeler que c'est un format qui est pas si compétitif que ça. On peut l'aborder de manière très sérieuse, on peut essayer de jouer très bien contre au cube, ça c'est vraiment pas un souci. Mais justement, c'est pas un format sanctionné par Wizards, c'est pas un format autour duquel il y a une scène compétitive, et donc c'est aussi une manière de se rassembler. Le nom de l'event est assez équivoque, très bon événement d'ailleurs, et je suis très très content que cet événement se fasse, donc pour le coup je suis très curieux, j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Au final, t'as dit il y a quasiment une centaine de joueurs Alors, tout à l'heure sur les chiffres sur Hedron Networks, qui est donc l'application utilisée par l'événement pour organiser ce week-end, on était à 93 inscrits pour le week-end. Donc, c'est pas un multiple de 8, mais c'est beaucoup de joueurs et ça va faire beaucoup de cubes en même temps. Il y a de toute façon 16 cubes qui sont proposés pendant l'événement, comme tu disais, sur 3 créneaux, 2 le samedi et 1 le dimanche. Et après, du jeu libre, donc des cubes comme vous le sentez, le samedi soir et le dimanche après-midi. Il y a pas mal de cubes différents en fin de compte qui ont été proposés. Ça reste un événement où ils visaient 128 joueurs quand même, donc c'est pas rien. On a vu, il y a des cubes déserts, il y a du cube multi, il y a du cube bord argenté. Il y a vraiment de tout. Au final, presque, ce qu'il n'y a pas, c'est certains des cubes les plus classiques. Ils ont fait un choix justement de ne pas essayer de feature des cubes extrêmement emblématiques dans les listes, on va dire, les plus standards. Ils n'ont pas, par exemple, le Vintage Cube de MTGO ou le Powered Cube d'Arena, ce genre de choses. Ils n'ont pas cherché à reproduire des cubes. Voilà. Il ne me semble pas non plus qu'il y ait le cube. Le cube Popper officiel, il n'y est pas. Il y a un cube qui est Popper, mais c'est pas le même. Il y a un cube pesante, mais il n'y a pas de gros cube très connu de la communauté emblématique. Comme tu disais, pas de Vintage Cube. Il y a quand même du Vintage. Il y a quand même du Legacy, mais c'est sur des cubes créés par des gens de la communauté qui ramènent leurs cubes ce week-end. Au moment où vous écoutez tout ça, tout s'est passé. On espère qu'on a passé un super week-end, mais on va quand même pouvoir donner nos avis, pas à chaud, mais nos avis avant l'événement. Voilà, tout à l'heure, on a reçu nos notifications Hedron Networks pour savoir ce qu'on allait drafter ce week-end, et moi je sais déjà que samedi matin, je drafterai un Desert Cube qui s'appelle The Flood, qui était créé par Androfiel, un des organisateurs de l'événement, qui est tourné autour de la couleur bleue, de l'eau. On ne sait pas si du coup c'est le meilleur cube ou le pire cube qui sera proposé, mais en tout cas c'est une expérience qui sera intéressante. À partir du moment où tout le monde joue bleu et que tout le monde du coup c'est le méchant de l'histoire, est-ce qu'il y a toujours un méchant dans l'histoire ? Moi je sais que je serai sur le Compost Cube sur le premier, c'est le cube de Julien qui est un cube entièrement basé autour du cimetière. Ça aussi ça a l'air vraiment très sympa, très combo, très synergique. Je
Je suis extrêmement curieux de voir ce que ça va donner. Moi, j'aime bien en général les synergies autour du cimetière et encore plus quand elles ne gravitent pas strictement autour de la couleur noire. Donc, hâte de voir ce que ça donnera. Dans tous les cas, certes, cet épisode, vous allez l'avoir le lundi qui va suivre, donc Cube l'Assemblée, mais la semaine d'après, immédiatement, vous aurez un autre épisode qui sera justement un épisode plus de débrief. On va essayer de faire ça avec les copains, justement, une petite partie de la grosse voiture. On peut pratiquement parler de bus à ce stade, hein, vu qu'on est une dizaine à monter de Poitiers, peut-être même un peu plus. Nous, dans le groupe, on est 9. Enfin bref, on décide de venir en force et on va essayer de se faire un petit épisode collaboratif avec plusieurs personnes de cette voiture-là pour échanger, raconter un petit peu notre cube l'Assemblée et à quoi ça ressemblait. J'espère que ça vous plaira évidemment. Si jamais c'est le genre d'épisode qui vous plaît et que vous aimez bien le fait d'avoir un petit peu plus de monde autour de la table, bah, du coup, il ne faudra pas hésiter à me le signifier et puis j'essaierai de faire ça un petit peu plus souvent. Je mentirais en disant que c'est un truc que je vais essayer de faire plus régulièrement des débriefs d'événements de Cube parce que c'est pas comme si ils se bousculaient très nombreux au portillon, mais on n'est pas à l'abri qu'il y en ait plus que juste Cube l'Assemblée, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? On n'est pas à l'abri qu'on annonce officiellement aujourd'hui sur ce podcast un événement de Cube qui aura lieu à Poitiers début octobre. On l'avait déjà évoqué plusieurs fois à demi-mot sur ma chaîne. On avait eu l'occasion de partager mon souhait de construire un événement de Cube semblable à la CubeCon, ou en tout cas quelque chose qui s'en rapproche. Et j'ai été comblé lorsque j'ai appris le lancement de Cube l'Assemblée cette année. Mais on ne se contentera pas de Cube l'Assemblée en 2026. En effet, notre association Damoclès crée son propre événement de Cube dont la première édition se tiendra en octobre et son nom c'est Cube Confluence. Tout à fait, Cube Confluence, vous pouvez déjà noter les dates, 3-4 octobre, juste à côté de Poitiers, à Buxerolles, là où siège notre association Damoclès, dans une salle pour 32 joueurs. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Normalement, la communication officielle sera lancée au moment où vous écoutez cet épisode et vous pourrez déjà retrouver un lien pour vous inscrire si vous voulez sauter sur l'occasion avant qu'il n'y ait plus de place. Ce sera un petit événement, on fera juste un 32 joueurs. Notre objectif, c'est aussi de se lancer progressivement. Mais ce qu'on peut déjà vous annoncer de manière un peu plus officieuse, c'est que si jamais cette première édition, elle se passe bien, et bien évidemment qu'on va essayer de continuer sur notre lancée, de faire un événement plus grand la fois suivante. Dans tous les cas, vous en saurez davantage en temps et en heure, voilà, en temps voulu. Mais c'est quelque chose qui me tenait énormément à cœur. Je suis très heureux de déjà vous partager ça à l'antenne. Je suis un petit peu ému, voilà. Ça fait des années en fait que je bosse sur la création d'un événement de ce genre et j'ai pas voulu le précipiter. J'avais presque une frustration teintée de... Enfin, j'avais un mélange de frustration et de plaisir quand j'ai entendu parler de Cube l'Assemblée parce qu'il y avait vraiment ce côté de « Ah, trop bien, c'est enfin en train de se lancer. On va enfin avoir des événements de Cube en France. Merci !» Et en même temps, cette petite frustration, moi, ça fait genre 4-5 ans que j'y réfléchis et que je prends pas le temps d'essayer de lancer, ou plutôt que je prends le temps, mais que les choses prennent du temps. Mais je pense qu'il n'y a pas de frustration à avoir. Je pense que c'est très chouette que Cube l'Assemblée se fasse et j'espère que Cube Confluence viendra compléter justement cette panoplie événementielle à l'année et que les cubeurs de France et de Navarre seront juste heureux d'avoir plusieurs événements lors de leur année calendaire, tout simplement. Et peut-être que ça inspirera d'autres associations ou d'autres groupes pour créer d'autres événements et qu'on se retrouve dans quelques années à pouvoir aller tous les 2-3 mois faire un événement de Cube quelque part en France. Ça, ce serait le rêve. Moi, je me rappelle qu'à l'époque où j'avais voulu créer donc, ce qui est aujourd'hui, ce qui est en train de devenir Cube Confluence, c'est vraiment qu'au-delà de la CubeCon évidemment, c'est un événement qui fait rêver, mais c'est surtout c'est ce qui s'appelle les grassroots events aux États-Unis. C'est ces événements locaux en fait de Cube qui n'ont pas forcément besoin d'avoir 100, 200, 300, 400 personnes, mais qui sont suffisamment fréquents pour que, en tant que personne qui aime le Cube, de la même manière qu'à une certaine époque, c'était facile de trouver des tournois modernes partout en France, vous en aviez tous les mois, genre 2 ou 3 tous les mois. Si vous étiez prêt à vous déplacer, vous pouviez en faire pratiquement tous les week-ends.
c'est quasiment vrai aujourd'hui ça pour le Duel Commander. Le Duel Commander, si vous voulez faire des tournois en France, c'est très facile de pouvoir jouer tous les week-ends ou un week-end sur 2 sans aucune difficulté, du moment que vous êtes prêt à prendre votre voiture évidemment ou le train. Le cube évidemment, c'est pas du tout le cas. Le fait qu'il n'y ait pas de scène compétitive officielle de la part de Wizards, évidemment, ça joue énormément sur cet état de fait. Mais je pense qu'il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que c'est un format qui est jeune, avec des très très gros guillemets. Le format est très vieux, mais sa popularisation, elle, est récente. C'est normal que la scène, entre guillemets, nationale, je parlais compétitive, mais vraiment la scène nationale et internationale de cet événement, elle se fasse petit à petit. Je rappelle que la CubeCon, au final, n'a que quelques années. Donc c'est pas comme si c'était un événement qui avait déjà plus de 10 ans et qui était fermement ancré dans les mentalités déjà aux États-Unis et ailleurs. Et pareil, c'est un événement qui reste très américain parce que aller aux États-Unis, c'est cher, quoi. On a choisi de faire les choses un peu différemment de Cube l'Assemblée pour Cube Confluence. Du coup, vous pourrez retrouver 2 jours de Cube. Avec... Ça, c'est la partie plus ou moins en commun. C'est la partie plus ou moins en commun, c'est que on a choisi de faire tout pareil. On fait ça un samedi et un dimanche. Voilà, c'est bon, vous savez tout. Merci d'avoir écouté pour cet épisode. Voilà, donc samedi et dimanche avec 2 cubes le samedi et 2 cubes le dimanche. Et petite organisation qui pourra assembler les fervents cubeurs et les découvreurs de ce format. Mais au 2e jour, on va avoir une petite partie de tournoi de cubes. En effet, les joueurs qui se classeront très bien le 1er jour et qui feront des bons résultats à leur cube du samedi se verront attribuer des places pour un top 16 puis un top 8 le dimanche qui se jouera sur le MTGO Vintage Cube. Oui, en l'occurrence, je crois que la version, c'est une version qui date de mai, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est la version qui inclut Marvel Super Hero. Mais ce n'est pas une version qui pourra inclure, par exemple, le Hobbit ou les extensions qui suivront. On n'exclut pas du tout la possibilité de les mettre à jour dans le futur, mais en tout cas, pour l'événement, ce sera cette version-là. Oui, il a fallu qu'on se procure des Vintage Cubes. Et les joueurs qui ne sont ni en top 16, ni en top 8, ni en top 16, le dimanche pourront continuer à jouer 2 autres cubes tout aussi chill que la veille. Un événement mi-tournoi, mi-familial. On n'est pas à l'abri d'avoir des joueurs qui n'ont jamais cubé, qui se retrouvent à jouer du Vintage Cube le dimanche. Et ça sera un plaisir pour les gens qui se placent bien de pouvoir ouvrir des Black Lotus et des Bristly Bill le dimanche après-midi. Évidemment, la personne qui remportera la finale, donc le dernier pot de 8, sera sacrée championne Cube Confluence. Elle aura un joli petit trophée. Et évidemment, ce titre sera remis en jeu l'édition d'après. Je remercie pas mal les organisateurs et les personnes qui ont contribué à un autre événement beaucoup plus officieux qui est le Cube Castle, qui est un événement privé ou qui justement, c'est une sorte de gros tournoi en fin de compte de Vintage Cube. Et c'était une expérience qui était assez différente pour moi. Et je me suis rendu compte que c'était ça aussi qui était chouette avec le Cube. C'était à la fois la diversité qui est très chère à mes yeux. C'est ce qui fait que je suis très enthousiaste de Cube l'Assemblée, par exemple. C'est le fait qu'ils aient embrassé à 100% cette dimension non compétitive, diversifiée, c'est-à-dire quoi qu'il arrive, les participants drafteront 3 cubes différents, même si vous avez très très envie de drafter 3 fois le même. Si vous avez drafté The Flood une fois, vous serez obligé de drafter autre chose les fois suivantes. Moi, je trouve ça très chouette parce que c'est aussi une manière d'insister sur la notion de partage, qui est un aspect très fort du côté communautaire de ce format. Le cube, il se caractérise par le fait qu'il y a autant de cubes qui existent quasiment que de personnes pour les cuber. C'est comme dire que des decks, en fin de compte, ils sont très variés, mais on sait que dans une méta, il va y avoir des contraintes, des choses qui vont faire que dans un format donné, il n'y aura pas une infinité de decks en réalité. Le Commander, c'est beaucoup plus vrai, le fait qu'il y ait une infinité de decks en Commander, par exemple, que dans un format compétitif avec une méta qui se définit et qui s'optimise. Et le cube a un peu ça, c'est-à-dire qu'il y a tellement de cubes différents, mettre l'accent sur la diversité de ce format beaucoup plus que sur la performance, je trouve que ça c'est très chouette. Mais vivre le format aussi par cet autre angle, cet autre prisme c'est un format difficile, c'est un format technique, c'est un format où on peut vraiment se démarquer si on joue bien. C'était assez grisant en fait, surtout sur un cube qui est très loin d'être le meilleur cube, c'est pas du tout la question. Moi je trouve que le cube vintage c'est pas mon cube préféré, tu vois. Mais par contre, le fait de dire ok,
on va tous se battre à armes égales, on se bat sur le Vintage Cube et on va voir qui est la personne qui arrive le mieux à tirer son épingle du jeu. Ça, j'ai trouvé ça vraiment très chouette. Et essayer de combiner les deux pour Cube Confluence, ça, j'avoue que c'est un objectif que j'ai qui, j'espère, se concrétisera et que je pense peut être hyper stimulant. J'ai hâte de voir, pouvoir avoir au même endroit et des gens qui ont un peu plus un profil grinder, qui ils vont venir en espérant performer, et des gens qui vont venir justement plus pour découvrir et qui puissent se mélanger, et que au fur et à mesure de l'événement, évidemment, ces gens-là, les joueurs les plus forts vont se retrouver un peu entre eux, ce qui va laisser un peu plus de respiration pour des joueurs un peu plus débutants, mais ça c'est ok, ça c'est cool. Et de pouvoir avoir des espèces d'affrontements au sommet en fin de week-end, ça je pense que ça peut vraiment être très très chouette. Oui, ça peut parler à différents profils de joueurs. Je pense que ce que tu disais tout à l'heure sur la popularité du cube, c'est quelque chose de récent. J'ai l'impression que ça coïncide également avec le début de l'expérimentation dans le monde du cube. Oui, le cube, c'est quelque chose qui existe depuis 20 ans. On a des traces de gens qui disaient avoir fait des cubes en fin des années 90 et qui appelaient pas ça comme ça, mais ça fait une dizaine d'années que la scène plus homemade de cube se démarque, que dans la tête des gens qui connaissent le format, cube n'est plus forcément égal à le vintage cube qu'on trouve sur Magic Online. Vous en aviez déjà parlé avec l'épisode avec Timothée sur même les tentatives de Wizard de populariser d'autres cubes à une époque, mais le fait qu'aujourd'hui les cubes les plus célèbres, ça peut être un cube avec 100 ornithoptères, ça peut être des cubes sans créatures, ça peut être des cubes sans terrain, où on doit drafter ses terrains, pardon. Enfin, il y a de tout dans la scène actuelle qui fait que c'est un format communautaire, et donc c'est ce qui est en effet très bien représenté à Cube l'Assemblée. Et c'est ce qui sera très bien représenté également à Cube Confluence, puisque c'est également ce qu'on cherche à faire, que les gens viennent et draftent 4 cubes différents, et certaines personnes qui performeront auront l'occasion d'essayer de performer sur un cube spécifique, qui pourront travailler en amont et qui pourront essayer d'être meilleurs que les autres, ou juste d'ouvrir 3 Mox et un Ancestral Recall, et voilà. Pour moi, c'est ça le plus important, c'est de rappeler que le cube, c'est un format pour tout le monde. Et je pèse vraiment mes mots. Je crois pas au mythe de le cube, c'est un format pas sérieux parce que il y a de l'aléatoire, de la variance, et du coup, c'est pas toujours le meilleur joueur qui gagne. J'y crois pas. Je pense que c'est un format hyper technique et que c'est vraiment un lieu où le meilleur joueur peut s'exprimer de plein de manières différentes. Et je sais que les passionnés de cube seront d'accord avec moi. Et de la même manière, je crois pas à l'autre mythe qui est le cube, c'est un format hyper technique, seuls les joueurs et les joueuses les plus confirmés peuvent y jouer. En fait, ça dépend du cube, ça dépend de plein de choses. Et c'est pour ça que, tu le sais, hein, la première raison pour laquelle j'ai construit mon Simple Cube, c'est parce que ça me faisait trop de peine de ne pas pouvoir faire découvrir le format que j'aime à des gens. Avoir le sentiment que pour faire découvrir ce jeu à des personnes qui ne jouent pas déjà à Magic de manière investie, avoir le sentiment que ces personnes, je dois d'abord leur apprendre le jeu, puis les faire jouer dans un format qui ne m'intéresse pas, où je peux trouver des reproches, des choses qui ne me vont pas, pour ensuite essayer Je trouvais ça idiot, je trouvais que ça n'avait pas de sens, et je crois aujourd'hui que le cube peut être un format accessible. Ça dépend vraiment beaucoup de nos objectifs et de comment on présente les choses. Je suis très heureux que J-Rock il ait créé son Starter Cube. Alors, il s'est fixé des contraintes moins dures que celles que moi j'ai pour mon Simple Cube. C'est pas un bar cube, par exemple, il y a des marqueurs, il y a des tokens, voilà. Mais encore une fois, son objectif à lui, c'était aussi de créer un cube plus accessible qui permette de découvrir le format. Et ça, je pense que ça, c'est génial. Il faut plus de cubes comme ça, notamment parce que ce ne sont pas des sous-cubes, en fait. C'est pas des cubes qui sont moins sympas, c'est pas des cubes qui sont moins agréables à drafter, et c'est pas forcément des cubes moins profonds. L'expérience, elle sera différente, évidemment, mais faire des cubes plus accessibles, ça devrait être... ou à minima, penser l'accessibilité de son cube. J'ai déjà parlé en long et en large de ça dans plein d'épisodes, mais en tout cas, ça devrait être la priorité de beaucoup de cube designers, sinon de la majorité d'entre eux, je pense. Oui, c'est quelque chose qu'on doit avoir en tête quand on crée son cube et quand on joue son cube. Et en plus, je pense que le cube, c'est un format qui est pour tout le monde également, parce que moi, j'ai des exemples plein la tête
de soirées de cubes où on est 6 ou 8 joueurs et où autour de la table, les niveaux de joueurs de Magic sont très diversifiés. On a des joueurs qui sont très débutants à l'association et qui viennent tester le cube très très vite. Et on a des joueurs qui cubent depuis des années. Il y a des joueurs qui étaient déjà bons à Magic avant de découvrir le cube. Et il y a des joueurs comme moi qui n'avaient fait que du Commander, quasiment. Il y a un peu une blague récurrente sur les podcasts américains que le cube récupère la communauté de Commander Multi qui en a marre de faire du Commander Multi, puisque tous les joueurs de Commander Multi qui ont un attrait pour la création de deck, pour tout ça, et moi c'était mon cas également, vont s'y retrouver dans la création de cubes, parce qu'en fait c'est comme créer plein de decks, et c'est trop bien, sauf qu'en fait une fois que tu fais tes parties, tu as énormément d'avantages à jouer en cube, tout en retrouvant certains plaisirs que tu avais autour de tes tables de Commander Multi. Ah mais moi je suis d'accord, je ne peux que encourager les joueurs et les joueuses de Commander Multi à venir vers notre beau et fabuleux format. Voilà, en tout cas, on les encourage, on s'encourage. Moi je fais toujours du Commander Multi, mais je suis principalement... Personne n'est parfait, Baptiste, personne n'est parfait. C'est ça. J'ai pas encore quitté le Dark Side, mais je me considérais plus Cuber que Commander aujourd'hui. Mais c'est donc un format, pour revenir sur mon point principal, où on se retrouve quand même très souvent à avoir des différences de niveau très disparates autour d'une table de cubes. Ce qui ne fonctionne pas dans certains formats compétitifs. Si tu mets des joueurs qui sont pas très bons dans un tournoi avec des joueurs qui sont très très bons, a priori, dans un format comme le standard, le popper, le vintage, le moderne, peu importe, le tranchage va se faire très vite. Au bout de 2-3 rondes, les joueurs qui sont pas très bons jouent entre joueurs qui sont pas très bons, et les joueurs qui sont très bons jouent entre joueurs qui sont très bons. Et dans une table de cubes, il y a des disparités en termes de draft qui vont souvent avoir une influence sur toute ta soirée de cubes, parce que si tu draftes mal contre des gens qui ont bien drafté, bah, tu vas avoir un moins bon deck, donc tu vas passer une moins bonne soirée. Mais c'est possible d'avoir du fun en faisant 0-3, déjà, c'est important de le rappeler. Oui, moi c'est ça le point que j'allais dire. Mais je te laisse terminer. C'est possible de s'amuser en perdant en cube. Je trouve que c'est plus simple de s'amuser en perdant en cube que de s'amuser en perdant sur un format comme le standard. Mais c'est également possible de débuter en cube et de passer des bonnes soirées sans forcément faire 0 victoire. C'est pas parce qu'à la table, il y a quelqu'un d'extrêmement bon que toi, en tant que débutant à ce format, tu vas passer un très mauvais moment. Déjà, tu peux ne pas tomber contre les joueurs qui sont très bons. Tu peux aussi avoir eu un peu plus de chance de la réussite à ton draft, d'avoir joué des couleurs où tu étais tout seul sur tes couleurs et qu'en fait, les deux joueurs très bons, bah, ils se sont battus sur les leurs et ils ont tous les deux demi-decks. Enfin, il y a plein de variables dans le cube qui fait que on s'est retrouvé de très très nombreuses fois à avoir des joueurs et des joueuses débutantes entre guillemets, en tout cas des joueurs moins expérimentés, passer des meilleures soirées en termes de parties que des joueurs plus expérimentés. Je l'ai revu personnellement jeudi dernier, où nous avons Jeanne qui n'avait pas cubé depuis 6 mois, qui arrive et qui avait cubé 4-5 fois dans sa vie et qui a battu à plat de couture Tobias, le créateur du cube qu'on a drafté jeudi et qui connaît son cube mieux que quiconque. Et ça fait plaisir. Et ça fait voilà, plaisir. Bien fait pour toi, Tobias. Désolé, j'ai balancé. Non, pour moi, c'est le truc le plus important à retenir, c'est que oui, quand tu joues dans un format construit 1v1 et que tu vas faire un tournoi, ce qui va te motiver, ce qui va te driver, c'est le fait d'essayer de gagner. Et en fait, tu peux venir cuber à une soirée pour plein d'autres raisons que ça. Peut-être que mon argument il est fallacieux, mais je pense pas. Je pense vraiment que parfois, juste le plaisir, c'est tu vas essayer de gagner tes games, mais si tu les perds, c'est pas grave. Peut-être que ton objectif, c'est réussir à faire un deck que t'aimes bien. Peut-être que ton objectif, ça va être de réussir à assembler la fameuse combo que tu sais qui est dans le cube, mais elle est super dure à faire. Je me souviens d'une soirée où, quand j'ai drafté ton cube, le Chill Bulk, j'ai clairement compris très rapidement pendant le draft que mon seul objectif dans ma vie, ça allait être de gagner avec Laboratory Maniac. Et ce genre de trucs font que tu as plein de manières de profiter de ta soirée et de tes parties. Et du draft, etc. Et je pense que ça, c'est une différence fondamentale qui rend le format plus universel, parce que c'est pas que les plaisirs sont plus universels, c'est que je pense qu'il y a une plus grande diversité des plaisirs. Oui, je suis assez d'accord avec ça. Personnellement, je pense que je passe très souvent un meilleur moment sur un bon draft que sur des bonnes parties. Et je suis toujours très content de drafter des nouveaux cubes aussi, parce que on assemble des nouvelles cartes d'une liste qu'on ne connaît pas forcément, et
et se dire ah mais dans cette situation-là, c'est quoi le meilleur choix? Je fais rarement le bon, mais au moins je suis content de le faire et voilà. Quand tu t'es amusé en draftant, t'as déjà gagné, t'as déjà réussi ta soirée entre guillemets, même si tu perds la partie derrière. En tout cas, pour Cube Confluence, notre objectif, ce sera que tout profil de joueuses et de joueurs puisse trouver leur bonheur et s'amuser. Et voilà, j'espère sincèrement que ce sera le cas. Nous, on va tout faire pour. Et puis, j'espère que ce sera un week-end dont vous vous souviendrez. Voilà. Oui, on spoil quelques derniers petits trucs. Nous aurons du cube popper, on a déjà parlé du vintage, mais nous aurons du cube popper, nous aurons du cube un peu tranquille power level moderne, nous aurons du legacy, nous aurons des vieilles cartes, nous aurons du vintage, enfin des cartes de vintage. Nous avons plein de choses différentes et il y en aura pour tous les goûts. La chose qu'il n'y aura pas, c'est qu'il n'y aura pas de cube Universes Beyond. Voilà, d'abord. Il y aura des cartes Universes Beyond, mais il n'y aura pas de cube Universes Beyond. Ah mais moi, je suis le premier hypocrite. Hein, c'est-à-dire que j'ai beau expliquer à quel point les Universes Beyond, je les conchis de tout mon cœur et de toute mon âme. J'en ai dans plusieurs de mes cubes. Hein, donc, j'ai pas d'excuse. D'ailleurs, je crois que dans tous mes cubes, je suis pas sûr que j'en ai dans mon cube Jumpstart, mais dans mes 3 cubes principaux, j'en ai des cartes Universes Beyond. Hein. Est-ce que tu n'as pas d'Universes Beyond dans le Jumpstart parce qu'il est trop vieux ce cube? Non, il y avait déjà des cartes qui étaient sorties, je pense. Et d'ailleurs, faudrait que je regarde si ça se trouve, c'est faux. Et dans le booster Deal with the Devil, si ça se trouve, j'ai mis l'anneau unique et du coup, il y a une carte. Donc tu vois, mais c'est terrible. J'ai un doute, ça, je suis pas sûr. Mais en tout cas, vous avez ma bénédiction pour mettre des cartes Universes Beyond dans vos cubes. Vous avez ma bénédiction pour faire des cubes Universes Beyond. Et les gens qui veulent faire des cubes New York, vous avez ma bénédiction. Juste, j'y jouerai pas. Voilà, c'est tout. Pourquoi faut-il la bénédiction du maître cube? Parlons-en de la bénédiction du maître cube. Vous n'en avez pas besoin. Mais en tout cas, sachez que je vous bénis. Allez-y, mes enfants. Et c'est une très bonne transition parce que tu nous bénis depuis 1 an, Lucas. Ben, ça va faire 1 an, effectivement, début septembre. Voilà, 1er septembre, ça fera 1 an que j'ai commencé l'aventure du maître cube. Le 1er septembre 2025 sortait l'épisode pilote de mon podcast. Et il s'en est passé des choses depuis. Je suis hyper heureux déjà d'avoir tenu jusque-là. C'est-à-dire que, on le sait, je crois que c'est la très vaste majorité des podcasts. Je sais plus si c'est la moitié, les 90%, genre c'est vraiment un pourcentage débile qui arrête après le 2e épisode. Voilà. En gros, ça va pas très loin. Oui, en fait, il y a vraiment ce truc de tu te lances, t'as l'énergie, la motivation. Ensuite, t'es encore dans... Donc, tu fais ton premier épisode. Ensuite, t'es dans la dynamique, c'est-à-dire tu te dis, bah, maintenant, je vais faire le 2e épisode. Donc, tu fais ton 2e épisode. Puis ensuite, tu te rends compte, 3, 4, et tu te dis, non, en fait, pas à la fois. Et du coup, le 3e, tu le fais jamais. Et je comprends pourquoi ce nombre... voilà, vraiment, le 3e épisode, c'est le juge de paix. C'est est-ce que t'as la foi de rentrer dans une routine qui va te demander de l'investissement régulier? Moi, je sais que aujourd'hui, mon grand regret, mais qui justement, plus les mois passent, plus les semaines passent, et plus je suis en train de bien le vivre et de ne plus le prendre comme un regret, c'est pas ma décision, c'est plus le fait que je sorte un épisode toutes les 2 semaines. Et je pense qu'il y a tellement de fois, j'adorerais sortir un épisode par semaine. Pour plein de raisons. Déjà, pour pouvoir faire plus de contenu. Il y a tellement de choses que j'ai envie de faire. Je me dis, ce serait trop bien. Et puis en plus, je sais que les podcasts hebdomadaires, ils ont beaucoup plus de visibilité. C'est beaucoup plus facile de s'installer dans la routine des gens, etc. Mais aujourd'hui, factuellement, j'ai ni le temps ni l'énergie de pouvoir monter un épisode par semaine, en plus de tout ce que je fais déjà, mon investissement pour Damoclès, le fait que je prenne du temps pour cuber, et le temps que je passe avec d'autres individus, pas pour faire du cube et autour du cube. Donc déjà, le fait d'avoir tenu 1 an, donc là, on va approcher la petite 30aine d'épisodes. Voilà, moi j'aurais fait un tout petit peu plus, je dois être à 26, 27 ou 28, je sais plus, quelque chose comme ça. Donc je fais un tout petit peu plus d'un épisode toutes les 2 semaines. Et vraiment, ouais, je suis très très fier pour le coup de cet accomplissement-là. Et ben, c'est un bon début, une bonne première année. Et c'est pas parti pour s'arrêter de sitôt, puisqu'on est en train d'enregistrer un épisode et qu'on a déjà parlé d'enregistrer un épisode en sortant de Cube l'Assemblée.
Donc voilà, ça va bien continuer. Ah oui, clairement, j'ai pas du tout prévu que ça s'arrête. En fait, pour moi, c'est vraiment beaucoup plus symbolique qu'autre chose. Cette première année, ce premier jalon, en fait, que je vais dépasser. Parce que je crois pas que ça va changer quoi que ce soit dans l'approche de mon podcast, dans ce que j'ai envie de faire, etc. Peut-être que quand on fera notre rétrospective de 2026, un peu comme on avait fait une rétrospective de 2025 ensemble, là en ce début d'année, peut-être que là, je me fixerai des objectifs, d'autres petites choses sur justement l'année 2027 pour notamment le mètre cube, entre autres. Mais là, pour l'instant, je ne vais pas changer a priori trop la mouture, enfin, pas de manière plus marquée que ce que j'ai déjà fait en fait. Cette année, j'ai déjà évolué dans des formats, des manières de faire certaines choses. Mais par contre, une chose est sûre, c'est que je vais essayer de continuer et surtout, mon objectif principal, ça va être de maintenir le rythme que j'ai réussi à trouver. J'exclus pas la possibilité de pouvoir toujours faire des petits épisodes en plus, des petits épisodes bonus. Par exemple, là, je vous ai dit que cet épisode, il sortirait lundi 24. La réalité, c'est que comme j'ai pas envie que notre débrief de l'événement il sorte trop tard, je le sortirai probablement le lundi 31, soit juste une semaine après l'épisode qu'on est en train d'enregistrer. Ce qui veut dire que je vais pas respecter mon délai de 2 semaines habituel et donc je vais sortir un épisode un peu plus tôt que prévu. Donc évidemment, je me permettrai toujours des petits glissements ou ce genre de choses en fonction, mais maintenir le au moins un toutes les 2 semaines, ça c'est vraiment mon objectif pour la suite. J'ai l'impression que c'est un rythme qui est chouette, c'est un rythme qui me permet de faire pas mal de choses. J'ai déjà plusieurs mini-séries en cours et j'espère que j'arriverai à continuer à parler de différents sujets qui me sont importants en plus de continuer ces mini-séries-là, etc. Un jour, tu m'avais plaisanté en me disant, quand j'ai commencé les 20 leçons de Marc Roder, je me dis, bah c'est bon, là t'as une année de podcast de prévu, hein. Voilà, plus besoin de s'emmerder. Mais effectivement, Et plus besoin d'invités, du coup, puisque c'est les épisodes que tu enregistres tout seul. Ça, c'est peut-être le truc. L'autre truc que je regarde un petit peu, c'est je me rends compte que je m'épanouis beaucoup moins à faire des épisodes seul. Alors que paradoxalement, je pense que certains des épisodes les mieux en termes de qualité, certains d'entre eux, c'est l'épisode que j'ai fait seul, où j'ai vraiment posé la structure de l'épisode, beaucoup plus, voilà, vraiment, j'ai détaillé mon chemin de fer, mon squelette, bah, comme un YouTuber qui ferait sa vidéo YouTube, tu vois, avec moins d'improvisation, forcément moins de chaos en fait. Mais c'est juste que je crois que c'est pas pour ça que j'ai voulu faire ce podcast. Je remets pour l'instant pas en cause ma décision de mener seul l'épisode et d'avoir plus des invités variés avec moi plutôt que que d'être un binôme en fait avec quelqu'un d'autre pour porter l'entièreté du podcast. Ça, je le remets pas trop en cause pour l'instant. Mais ce qui est sûr, c'est que ouais, c'est important pour moi d'inviter des gens, c'est important pour moi de discuter avec des gens. Et d'ailleurs, merci beaucoup pour être avec moi aujourd'hui, mais aussi pour tous les autres épisodes que tu as fait avec moi. Ça, c'est hyper précieux. Et c'est ce qui m'anime en fait, je crois, le plus avec ce podcast, c'est le fait de parler de Magic avec des gens que j'apprécie, pour lesquels j'ai de l'estime, et que ça puisse s'adresser derrière au plus grand nombre si ils trouvent ça intéressant de nous écouter, quoi. Eh ben, c'est avec grand plaisir et je pense que je parle pour tous les invités que tu as eu sur ce podcast, mais ce sont des bons moments avec une petite trentaine d'épisodes et 8 invités. 9, mais pas encore officiellement. Très bien, un épisode à sortir prochainement sur les réseaux du Maître Cube. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, ce sera un super chouette épisode. Il fait partie de ma série sur les macro-archétypes. Et il aura la particularité d'être, à l'image du macro-archétype qu'il représente, il sera particulièrement long. Voilà, c'est tout ce que je peux en dire. Très bien. Donc rendez-vous quelque part en septembre, j'imagine, pour un épisode sur macro-archétype. Moi, je pense à septembre, ouais. Je pense que septembre, c'est probable. Et si pas septembre, ce sera octobre. Il fait partie des prochains que je suis en train de monter. Mais voilà. Ah oui, si, il y a un truc qui me chafouine un petit peu. C'est pas très très grave, mais j'avais, parmi mes différentes sortes de séries un petit peu en cours, j'en avais une qui était vraiment partie sur des chapeaux de roue, c'était super, et qui malheureusement a pris du gros plomb dans l'aile. Bon, j'imagine que ça te parle si j'évoque les Cube Challenge que j'ai initiés cette année.
Oui, tout à fait. Ça me parle. Donc vous avez 2 épisodes qui étaient sortis avec Mathieu. Oui, tout à fait, c'est avec Mathieu que je faisais la rétrospective. Avec Mathieu que tu faisais la rétrospective des 2 premiers Cube Challenge. Donc il y avait eu un cube de 100 cartes au premier Cube Challenge où on avait eu pas mal de gens motivés qui avaient participé. Et le deuxième Cube Challenge se tournait autour d'un pitch, un cube sans créature, sans, pas le nombre 100, mais un cube avec 0 créature. Et tu nous as lancé dans le groupe d'amis cubeurs cubeuses de Poitiers un 3e Cube Challenge dont je ne spoilerai pas le nom, à laquelle nous avons actuellement 2 belles participations, la tienne et la mienne. Oui, je sais que c'est normal que j'ai eu beaucoup plus de participation au premier Cube Challenge parce que c'est pas du tout le même investissement que de monter une liste de 360 cartes et une liste de 100 cartes. Ça, pour moi, c'est clair, il n'y a pas de mystère. Mais c'est vrai que ça me fait un peu de la peine de faire un épisode pour parler un petit peu de ce challenge avec seulement 2 listes à discuter. Déjà, c'est tout bête, hein, mais déjà une 3e, en fait, je pense que ça apporte vraiment beaucoup de matière. Alors certes, les maths diraient c'est plus 50%, mais c'est pas ça qui est important, c'est juste montrer des approches variées, des points de vue différents, et ça permet de croiser en fait beaucoup plus. C'est assez exponentiel en réalité. Passer de 2 listes à 3, en fait, c'est pas plus 50%, c'est x3 en matière de binôme de listes, c'est-à-dire de comparaison entre des listes. Et c'est ça en fait qui est riche dans l'exercice justement de discussion. C'est pas seulement l'analyse en elle-même, mais c'est de montrer comment est-ce qu'il y a des choses qui se connectent, des choses qui résonnent, et comment est-ce que différentes personnes ont abordé la même contrainte mais de manière différente. Je sais pas trop ce que je vais faire là si vraiment c'est un peu acté que les personnes concernées n'ont pas envie de se mouiller et de tenter leur chance. Peut-être que j'en tenterai un 4e sur un autre sujet et que je partirai du principe que celui-ci il est un petit peu enterré. Mais je trouve ça un peu dommage, surtout que ta proposition était très chouette. Moi j'aurais bien aimé en parler un petit peu au micro, quoi. Mais bon, je peux pas forcer les gens à participer à un truc qu'ils ont... Pas forcément qu'ils n'ont pas envie de faire, mais oui, qu'ils n'ont pas suffisamment envie de faire pour prendre le temps et fournir les efforts pour le faire, parce que ça reste quand même du boulot. Personnellement, je trouve ça un petit peu frustrant parce que du coup, c'est un petit peu mon arc créatif, ces petits cube challenge où je me suis beaucoup amusé sur les 2 premiers, mais sur le 3e aussi, à faire ces cubes. Et le fait que celui-là soit un peu en pause et en attente de d'autres participants, participantes, ça fait qu'en ce moment, je passe moins de temps sur Cube Cobra, ce qui est bien aussi parce que j'ai le temps de faire d'autres choses, mais c'est toujours un peu agréable de réfléchir à ça, et surtout que c'était un petit peu de la création sans conséquence, quoi. C'est pas des cubes qu'on a matérialisés en papier, c'est pas des cubes qu'on a testés, c'est toujours que sur du théorique. Et donc je comprends aussi que ça soit un énorme investissement de temps et d'énergie pour imaginer un cube qui n'existera pas, mais si ça se trouve un jour, un des cubes qu'on aura imaginé finira par exister. De mémoire, Mathieu disait vouloir vraiment faire son premier cube de 100 cartes en version papier à l'occasion un jour. Donc voilà, peut-être que... Sachant que pour l'instant, la liste, il ne l'a pas faite. Donc, connaissant Mathieu, il y aura un petit peu de temps dans tous les cas entre le moment où il nous le dit et le moment où on pourra le jouer. Mais il ne faut jamais dire jamais. Après tout, on a pu faire notre premier draft du cube old school. Et ça, c'est pas rien. C'est vrai. Cube old school qui tease depuis combien d'années? Depuis 5 ans? Quelques années. Quelques années. Donc voilà, on a drafté le cube de Mathieu il y a quelques semaines. Oui, c'était pendant l'été là, pour le dernier week-end cube qu'on a fait. Et c'était cool. C'était cool. C'était comment dire, c'était intéressant. Chaotique. Voilà, c'est-à-dire que on le savait, hein, toutes les cartes ne se valent pas dans cet environnement. Oui. Mais c'était amusant. J'ai l'impression que globalement, les gens ils ont plus passé une bonne soirée qu'une mauvaise soirée. Ah oui. Pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, moi j'ai passé une super soirée et j'ai fait 0-3. Et j'ai vraiment passé une super soirée. J'ai drafté les meilleures cartes du cube selon ce qu'on m'avait dit en amont. On m'a dit dans un environnement d'alpha, bêta, etc. La meilleure carte c'était Ange de Serra. J'avais Ange de Serra, j'avais Dragon suivant. Et je me suis quand même fait rouler dessus. Mon deck ne ressemblait à rien, certes, mais j'avais pris des landes, j'avais les soi-disant meilleures créatures. J'ai fait 0-3 et je me suis énormément amusé à cette soirée. Moi, je suis très triste de jamais avoir pu lancer ma force de la nature.
Par contre, des seigneurs de la bine, des Lord of the Pit, j'en ai pris 2-3 dans la figure. Ludo, il avait le Lord of the Pit facile. La 7-7 vol piétinement qui te fait 7 au début de ton tour. Ouais. Voilà, il l'avait, il n'y a pas de problème. Ça va vite. Ça va vite. On avait tous du power, c'était assez rigolo. On a passé un bon moment. Donc voilà, Mathieu, si tu nous écoutes, on passe des bons moments à tes cubes. N'hésite pas à te pencher sur la liste du cube de 100 Mais cartes. oui, on serait trop content. Et d'ailleurs, pas seulement celle-ci, mais juste participe au Cube Challenge, Mathieu. À chaque fois, le côté amusant, c'est que comme Mathieu manque de temps pour justement participer au Cube Challenge, bah, du coup, il est un interlocuteur rêvé pour les débriefer avec moi, parce que du coup, il les découvre. Mais je trouve ça chouette si jamais à un moment il a envie d'essayer, quoi. Et d'ailleurs, je le dis à tout le monde, Antonin, Alexis, bougez-vous les fesses. Franchement, quand vous faites des trucs, c'est cool, alors n'hésitez pas. Très bien. Donc une belle année, quelques petits flops, mais une belle première année de podcast. Ouais, globalement, j'ai l'impression que c'est chouette. J'ai beaucoup de personnes qui m'ont fait de chouettes compliments qui font assez chaud au cœur. J'ai à aucun moment crevé le plafond de verre où des milliers de personnes écoutent mon podcast tous les jours, mais c'est pas grave parce que dans tous les cas, c'est pas mon objectif. Mais j'ai l'impression que les personnes qui l'écoutent aiment ce que je fais et c'est le plus important pour moi. Eh bien, bravo. On fera une suite un autre débrief. De toute façon, on en a parlé tout à l'heure en dehors du podcast, mais on refera un point sur l'année début janvier. Et voilà, pour parler d'autres choses, pour parler de plein de choses, plein d'objectifs qu'on s'était donnés pour 2026. Oui, notamment celui de ne pas faire de nouveaux cubes. Voilà, que je réussis à souhait. Ça m'ennuie, mais que je réussis à souhait. Je ne fais pas de nouveaux cubes. Ben, je suis très fier de toi puisque je suis pas aussi fort. Mais techniquement, j'en ai monté en physique aucun. Hein. Oui, on sait. On en parlera. Nous en parlerons. Oups. Voilà. Terminons cet épisode avec notre section Sous les radars, où l'on parle de cartes jouées dans moins de 1% des cubes sur Cube Cobra. Baptiste, de quelle carte souhaites-tu nous parler aujourd'hui ? Aujourd'hui, Lucas, je souhaite parler d'une carte qui s'appelle Alcine Archidruide d'Emeraude. Ah, je connais, c'est dans Baldur's Gate 3. C'est dans Baldur's Gate 3, et avant d'être dans Baldur's Gate 3, c'était dans le Universes Beyond Within, puisque c'est pas tout à fait Beyond, c'est propriété intellectuelle de Wizard of the Coast, qui était donc le set de Commander Légende Bataille pour la Porte de Baldur. Tout à fait. Donc qui était un set qui était draftable pour faire des drafts de Commander, où tu draftes à 4 et ensuite tu fais ta partie de Commander à 4. Comme Commander Legends avant ça. Comme Commander Legends avant ça. Et c'est une créature légendaire pour 4 mana, 3 mana et 1 mana vert. Elfe druide, c'est une 2/4 pour 4 qui a une capacité qui coûte 1 mana. Jusqu'à la fin du tour, le token ciblé que vous contrôlez devient un ours 4/4 en plus de ses autres types. Et tu peux l'activer autant de fois que tu veux. Voilà, et tu peux l'activer autant de fois que tu veux. Et ce n'est pas obligé d'être un token de créature. Et ça, Tu c'est peux important. transformer tes nourritures, tes trésors, tes indices, tes cailloux, tes météorites. Tu peux transformer tout ce que tu veux en ours 4/4. Et non, je n'en parle pas parce qu'ils ont sorti des nouvelles synergies ours dans le Hobbit. J'en parle bien parce qu'il est présent dans 0,60% des cubes, 2318 cubes en total. Alcine a également le malheur d'être une carte commandant de Baldur's Gate, et donc il a une autre capacité qui ne sert à rien en 1 contre 1, qui s'appelle choisissez un passé, qui sert à choisir si vous jouez en commandeur multi ou pas multi, mais si vous jouez en commandeur, avoir 2 commandants, lui et puis un enchantement passé. Oui, déjà, c'est pas tant le fait que ce soit une carte de duel ou de multi, c'est vraiment si vous ne jouez pas avec des généraux, avec des commandants, bah là, effectivement, il y a une ligne de texte qui sert à rien. Voilà, qui est très utile dans des cubes commandeurs quand on choisit d'avoir des commandants qui ont des passés, qui deviennent des partenaires, etc. Merci Antonin d'avoir fait un super cube comme ça. Mais elle est dans mon cube, j'avais complètement oublié qu'avec cette ligne de texte dessus, je l'ai complètement ignorée de ma tête, et on m'a demandé plein de fois ça veut dire quoi choisissez un passé, à l'époque où il y avait encore Boyau dans mon cube, et plein de fois on m'a dit ça veut dire quoi choisissez un passé, parce que ça sert à rien.
Et personne n'avait jamais fait la remarque pour Alcine, mais c'est toujours dessus. Donc voilà. C'est C'est une parce qu'ils mécanique. vont jamais au bout du mur de texte de la capacité, Ouais. donc ils n'arrivent pas à lire ensuite qu'il y a marqué background. Ou alors, est-ce qu'il faut pas dire que les joueurs qui jouent vert savent ce que ça veut dire parce que c'est des joueurs intelligents et savent que ça ne sert à rien. Et les joueurs qui jouent pas vert vont pas regarder la carte. Moi, je pense qu'au contraire, les gens qui jouent rouge, ils lisent leurs cartes parce que c'est des gens subtils, intelligents et qui réfléchissent beaucoup. Et que les joueurs de vert, c'est des boubourses et donc du coup, ils lisent pas leurs cartes. Voilà. Et ils voient juste que c'est une 2-4 pour 4. Et ils disent c'est nul de 4 pour 4. J'ai même pas besoin de lire ses effets. Bon, blague à part, c'est une carte un peu très très forte. Un peu trop forte. Dans mon cube, en tout cas dans mon cube, c'est clairement une carte qui est dans le haut du panier. C'est un drop 4. Donc mettons que vous le jouiez pour 4. Au minima, c'est une 2-4 pour 4, c'est nul. Mais mettons que vous le jouiez pour 4 dans un deck où vous avez des tokens sur champ de bataille. C'est une 2-4 pour 4. Si elle survit, au tour suivant, vous avez au moins 4 mana pour transformer jusqu'à 4 tokens que vous avez en 4-4. Ça fait 16 dégâts plus la 2-4, ça fait 18 dégâts dans la tête de votre adversaire. Si vous jouez des phases de combat, ça va être très très utile. Et ça peut se faire en éphémère, ça peut se faire n'importe comment. Vous pouvez attaquer avec une 1-1 qui se fait bloquer par une 3-3 et dire « Haha, finalement c'est un ours 4-4, je gagne le trade ». C'est hyper polyvalent. Le fait que ça puisse transformer des jetons non créatures en créatures, c'est très très fort. Le fait que ça se fasse en éphémère, ça peut faire beaucoup trop de surprises. Ça peut un peu paralyser les adversaires en se disant « Ah mais de toute façon, je n'ai pas de bon bloqueur » parce qu'il m'attaque avec des tokens qui peut transformer à son bon vouloir en 4-4. Donc peu importe où je bloque, je vais me faire avoir. C'est potentiellement des play patterns que vous ne voulez pas dans vos cubes. Mais en tout cas, c'est une très très forte carte et ça m'étonne qu'elle ne soit pas présente dans plus de cubes. Il y a plusieurs raisons, évidemment. La première, la plus évidente, c'est une carte Universalis Beyond et il y a des gens qui sont juste allergiques à ça. Il y a écrit passé, les gens n'aiment pas avoir des cartes avec du texte inutile. Je pense que c'est une carte qui souffre beaucoup pour le coup du fait de ne pas avoir d'effet d'arrivée en jeu. C'est-à-dire que dans un cube avec beaucoup d'interactions, c'est pas un vrai drop 4. T'as jamais envie de le jouer et qu'il se fasse tuer avant d'avoir pu activer ses capacités. Quand t'es contre aggro, ça peut arriver. C'est-à-dire que tu vas le jouer, c'est un 2-4, ça peut bloquer. Si l'adversaire il a pas sa bolt ou son blast en tout cas pour venir achever ton Alcine qui vient de bloquer une 2-2 ou une 3-2, bah du coup t'as juste empêché l'adversaire d'attaquer ou alors tu lui as tué une bête. Donc ça dans ces setups ça fonctionne bien. C'est vraiment une carte qui dans ce genre de situation c'est un removal check. C'est est-ce que tu as de quoi tuer mon Alcine avant que je prenne mon prochain tour. Parce que ouais quand t'as 4 ou 5 mana, du moment que t'as la même quantité de jetons, vraiment c'est très très fort overrun à chaque tour quand même. C'est quand tu commences à dire que tes nourritures c'est des 4-4, tu dis j'attaque avec 5 4-4, qu'est-ce que tu bloques? Tu vas te prostituer pour essayer de pas mourir et au tour d'après tu dis bah potentiellement il me reste des jetons parce que j'ai un deck jetons et je vais animer les autres qui restent et puis je vais recommencer quoi. Donc la carte elle a un plafond qui est très très haut, c'est ce qui fait qu'elle est très menaçante. Bon, son défaut, et c'est peut-être pour ça qu'elle est pas hyper jouée, c'est que son plancher lui il est plutôt bas. Son plancher c'est vraiment d'être une 2-4 pour 4 qui te colle à la main. Quand t'arrives pas à passer la barre des 4-5 mana, bah, la jouer et dire je pourrais animer une food, c'est pas dingue. S'il se fait tuer entre temps évidemment. Et il faut pas oublier que si jamais vous attendez d'avoir 3 mana de rab pour l'activer, bah, en fait c'est pas un drop 4, c'est un drop 7. Et du coup pour un drop 7, là il est moins impressionnant. Donc la carte là où elle est le plus impressionnante, c'est quand tu la joues on curve, genre potentiellement avec un tour d'avance, tu la joues au tour 3 avec ton elfe, et qu'elle survit. Et là la carte peut être vraiment incroyable. Mais bon, parfois le méchant il te laissera pas faire ce que tu veux. Mais bon, heureusement. Hein. Avec la grande majorité des 20 cartes, parfois ton adversaire il a un removal. Moi ce qui m'étonne c'est qu'elle soit jouée que dans 2318 cubes et que je vais faire à la louche une estimation qu'il y a des centaines de ces 2300 qui sont soit des 7 cubes de Baldur's Gate, soit des cubes de Commander Multi. Et donc je pense que c'est peut-être une carte qui a été un peu ignorée, probablement à cause de ses capacités choose de background ou parce qu'on ne regarde pas forcément les sets de Commander pour réfléchir aux cartes qu'on va mettre dans son cube de pas commandeur. Mais voilà, si vous êtes capable soit de rayer la capacité qui est en bas, soit de l'ignorer, c'est une très bonne carte. Rappelons que c'est une unco, donc ça peut aussi rentrer, ça peut être une très très bonne carte dans un cube pesante si vous avez une synergie token. Et souvent la synergie token ça a du vert, ou alors c'est blanc-rouge, mais même avec une synergie token blanc-rouge, je splash mon Alcine sans aucun problème. Pour moi, ce qui est trop chouette avec la carte, c'est le fait qu'elle fasse le pont entre les deux archétypes qui d'habitude fonctionnent pas du tout de la même manière, qui sont les archétypes token créature et les archétypes token genre nourriture, trésor, etc.
Le fait que ce soit n'importe quel jeton, ça fait que vous allez pouvoir... Le fait que la carte soit présente dans votre cube peut vous permettre d'assembler un deck que vous auriez pas vraiment pu construire ou où il y aurait eu peu d'intérêt à le faire autrement. En général, quand vous jouez plein de petites bêtes, vous n'allez pas vouloir avoir d'autres sources de jetons parce que vous n'allez pas vraiment les valoriser. Et Alcine va valoriser tous vos jetons. Évidemment, il rentre davantage dans un deck qui va chercher à pressuriser les points de vie de l'adversaire qu'un deck contrôle, mais c'est pas tout à fait vrai. Un deck contrôle avec des nourritures, par exemple, qui peut arriver à stabiliser, vous faites des removals, vous piochez des cartes, vous gagnez des points de vie, et à un moment, vous avez 4-5 nourritures qui traînent, vous avez 8 mana, vous jouez Alcine, paf, vous transformez 4 fous dans 4-4, vous lui mettez 16 dans le groin alors qu'il s'y attendait pas parce qu'il pensait que vous avez rien pour attaquer et qu'il avait plus de bloqueur. Ça, c'est un play pattern hyper intéressant de contrôle. Et moi, j'aime bien qu'elle puisse comme ça se jouer avec des textures assez différentes. C'est pas une carte qui crée des jetons, c'est pas une carte qui amène énormément de board le tour où elle arrive. Par contre, c'est une carte très explosive. Et du coup, le cumul c'est une carte qui fait des plays explosifs, mais qui peut se jouer avec des cartes très variées. Ça, c'est un truc que j'aime bien pour le coup. Effectivement, je vous encourage moi aussi à la jouer davantage. Je la trouve chouette. Voilà, merci Alcine d'avoir protégé le bosquet d'émeraude. De mon côté, la carte dont je voulais vous parler, c'est Explosion de capsule ou Bottle Cap Blast en anglais. Quoi, Lucas, toi aussi tu parles d'une carte Universis Beyond, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Donc cette carte, elle est jouée dans 0,45% des cubes sur Cube Cobra, soit 1730 cubes. On est d'accord, c'est pas énorme. Cette carte, c'est un éphémère pour 5 mana dont un rouge, mais il coûte pas vraiment 5 mana. En effet, il a improvisation, donc vous pouvez engager des artefacts pour réduire de 1 mana générique son coût de mana. Donc si vous engagez 4 artefacts, ce sort ne vous coûte que un seul mana rouge. Et qu'est-ce que ça fait, Explosion de capsule ? Ça fait 5 dégâts à n'importe quelle cible. Vous avez bien entendu, c'est soit une hache de lave, soit c'est un très très bon removal de créatures ou de planeswalker. Et là où cette carte, ce serait une bonne carte d'aggro, un peu polyvalente et tout, mais elle serait moins intéressante. Là où la carte devient vraiment intéressante, c'est sa dernière ligne. Elle dit, si jamais des blessures excédentaires ont été infligées à un permanent par explosion de capsule, alors vous créez autant de jetons trésors engagés que de blessures excédentaires. Donc ça veut dire que si jamais tu as, je dis une bêtise, un obscur confident et je choisis de lancer mon Bottle Cap Blast sur ton obscur confident, je vais non seulement le tuer, mais je vais créer 4 trésors engagés. Pourquoi est-ce que j'adore cette carte ? D'ailleurs, anecdote, une de mes cartes préférées de Magic et notamment en cube, c'est Lightning Bolt, Foudre. Je l'ai retiré de mon cube artefact, ça m'a brisé le cœur. Alors que j'ai laissé Explosion de capsule, qui est une carte Universis Beyond. Voilà. Dites-vous ça, dites-vous bien ça, hein, d'accord ? Ça va qu'il y a écrit artefact plusieurs fois sur la carte quand même. S'il y avait écrit une seule fois de moins, elle serait déjà partie. Pourquoi cette carte elle est extraordinaire ? Donc déjà, dans mon cube, je vais parler un petit peu de l'environnement dans lequel elle se trouve. Ce qui est extraordinaire avec cette carte, c'est le fait qu'elle rentre magnifiquement bien dans l'archétype aggro avec du rouge qui est dans mon cube, qui est l'archétype équipement. Le fait de pouvoir engager vos équipements qui en ont rien à foutre le reste du temps d'être engagés ou dégagés, c'est génial pour Explosion de capsule. Très souvent, Explosion de capsule, vous allez la jouer pour 2 mana parce que vous aurez 3 artefacts à engager. Et 2 mana, 5 blessures à n'importe quelle cible à vitesse d'éphémère avec une ligne en plus au cas où, franchement c'est incroyable. Et encore, même sans la ligne en plus, déjà cette carte là vous auriez envie de la jouer dans votre deck. Le fait que ce soit une hache de lave, c'est vraiment pas anodin dans un deck qui, une fois qu'il s'est fait détruire ses créatures, a un peu plus de mal à aller chercher les pions. Donc moi j'aimais bien ce qu'elle fournissait. À la fois c'était de l'interaction sur les créatures et à la fois ça permettait d'aller donner de la portée à votre archétype. C'est effectivement une carte que je trouve intéressante dans des shells agressifs qui vont avoir des artefacts, parce que le ratio en fait de la carte, dès lors qu'elle commence à coûter 3 mana au moins, donc il suffit pour ça d'avoir 2 artefacts à engager, hein, c'est pas énorme. On pense à des decks Boros un peu plus classiques, mais si vous avez un JT d'Umezawa en jeu et allez, je sais pas, l'indice de votre inspecteur de Traben, c'est bon, déjà vous avez 2 artefacts à engager pour que votre Explosion de capsule ne coûte que 3 mana. Là où vraiment je trouve la carte extraordinaire, c'est la partie sur les trésors. Sans ça, la carte je la trouverais forte, mais je la trouverais évidemment moins bandante.
Les trésors, c'est trop bien. Ce que ça va venir dire, c'est que si jamais vous jouez un archétype un petit peu ramp, vous allez pouvoir choisir de lancer votre removal sur une bête pas très impressionnante pour vous faire potentiellement un gain de mana de 2, 3, peut-être même 4 mana d'un seul coup. Si vous avez besoin de résoudre un spell hyper important, une omniscience, une énorme vrasse qui coûte 7 mana et qui détruit les terrains, si vous en avez besoin pour lancer votre Hugin, etc. Cette carte va vous prodiguer un bond en mana qui est hyper impressionnant tout en vous prodiguant une interaction. C'est-à-dire que c'est une carte qui vous permet et de vous développer, même si pas de manière durable, c'est des trésors, c'est pas des talismans, et en même temps, elle permet de ralentir l'adversaire. Et l'autre truc, c'est que évidemment, ces trésors, vous pouvez vous en servir de plein de manières différentes. C'est pas juste pour faire du one-shot, c'est juste que c'est là où la carte, je trouve, brille le plus. C'est vraiment, vous êtes un deck qui a besoin d'accéder à une grande quantité de mana, vous jouez ça dans votre deck, ça vous donne et une manière de vous défendre et une manière de, encore faire un bond dans votre plan de jeu. Mais il y a une carte avec laquelle cette carte est formidable, et cette carte, elle s'appelle Alcine. En fait, cette carte, elle est cool parce qu'elle va synergiser avec plein de cartes qui synergisent avec les jetons. Et c'est rare, en fait, d'avoir une carte rouge qui n'est pas juste une carte de boui-boui, mais qui crée des jetons comme ça. Du coup, je trouve qu'elle remplit une niche, au final, qui est assez unique. Et c'est sur des slots où c'est rare de pouvoir avoir de la subtilité. En général, vos sorts de blast, ils sont un petit peu straightforward. C'est des cartes qui mettent des dégâts ou qui sont de l'interaction. Et là, c'est une carte qui fait les deux, mais qui peut aussi faire autre chose. Oui, ça encourage à mettre ça dans des cubes dans lesquels on va mettre ça dans des cubes, mais aussi dans des decks dans lesquels on va pas juste jouer c'est bon, c'est le meilleur blast du cube, je le prends, il est pas polyvalent, ce qui en fait une carte plus intéressante au moment de la draft. C'est pas le Lightning Bolt, je prends Lightning Bolt au-dessus de tout parce que de toute façon, voilà. C'est potentiellement Lightning Bolt en mieux et c'est potentiellement Lightning Bolt en beaucoup moins bien, suivant mon deck. J'ai besoin, si je paye ça pour 5 mana, le fait que ça me redonne un peu de trésor, ça sera vraiment juste histoire de dire que j'ai pas complètement perdu mon tour. Et encore, les trésors, c'est qu'au prochain tour. Donc c'est une carte qui est plus intéressante pour les joueurs au moment du build. Elle va en général dans un cube pas intéresser tous les joueurs rouges, à moins que ça soit un cube artefact comme le tien, où tous les joueurs rouges vont jouer des artefacts, mais ça peut inciter des decks très différents à prendre la carte, contrairement à une Lightning Bolt. Et vraiment, mais imaginez ce que fait cette carte quand vous avez un manufacteur de l'académie en jeu ou ce genre de choses. En fait, cette carte, elle est vraiment surprenante à quel point elle peut faire des choses différentes en fonction de avec quoi vous allez l'associer. J'ai pas vraiment vu de cube utiliser ça à fond, mais moi j'adore les mécaniques basées sur les dégâts excédentaires. Et il y a pas mal de cartes qui regardent combien de blessures elles prennent, etc. Il y avait Thoralf, le dieu de la foudre qu'ils avaient sorti en Kaldheim, évidemment, il y a des trucs qui marchent avec les actes blasphématoires. Là, ils viennent de sortir un Smog qui, quand il prend des blessures, tu crées autant de trésors. En fait, je trouve ça trop bien de pouvoir voir comment cette carte, elle pourrait rentrer aussi dans des archétypes qui cherchent à mettre beaucoup de dégâts sur des permanents, sur des choses pour trigger des effets. Mais en même temps, là, vous avez une carte qui est plus autonome et ça vous évite d'avoir que des cartes parasitiques qui ont du mal à faire quoi que ce soit si jamais vous assemblez pas toutes les pièces de votre combo bizarre de commandeur, quoi. Et je pense que c'est une carte qui pourrait très facilement rentrer dans l'archétype qu'on retrouve dans plein de cubes, alors plutôt Legacy Vintage quand même parce que le power level est assez haut, qui joue le nouveau robot de Edge of Eternities, qui est une carte avec le warp qui coûte 3 mana, qui peut se warper pour 1, et quand vous lancez un sort d'artefact, vous faites des drones 1-1 qui sont des artefacts. Et donc il y a des archétypes comme ça qui se créent dans pas mal de cubes plutôt power, avec un autre robot d'Edge of Eternities qui peut aussi faire des 1-1 sans le vol, celui-ci, quand vous lancez des sorts d'artefacts. On a une carte... il y a des cartes plus anciennes qui font des 1-1 artefacts à chaque fois que vous lancez des sorts non créatures. Donc il y a quand même un archétype qui se dessine. Notamment, il me semble qu'il était présent, que toutes ces cartes étaient présentes sur la dernière version du Vintage Cube d'Arena, sur le Powered Cube. Et donc sur des archétypes où vous allez très tôt vouloir faire artefact, non artefact, non artefact, qui me crée 4 petits artefacts. Ça fait que potentiellement tour 2, vous avez un Bottle 4 Blast qui vous coûte 1 mana, qui met soit 5 dégâts dans la tête parce que vous êtes déjà prêt à tuer si vous jouez en Vintage Cube, soit qui va trade ce que l'adversaire a essayé de mettre pour bloquer vos créatures, et sans vous avoir coûté grand chose parce qu'en fait vous aviez des 1-1 qui certes pouvaient attaquer, n'allaient pas bloquer. C'est bien de trade les choses, ça va vous refaire des trésors qui fait qu'après vous pouvez vous développer.
Et encore mieux si vous jouez les petites bêtes rouges en général, donc dans la bonne couleur, qui disent à chaque fois qu'un artefact arrive sur le champ de bataille, vous collez un dégât à votre adversaire. Ou vont dans le cimetière, etc. Complètement. Donc voilà, je peux facilement imaginer, enfin, je vois plusieurs cubes dans lesquels ces archétypes sont présents et dans lesquels Bottle Cap Blast n'est pas présent. Je pense notamment au dernier cube de Tobias que j'ai drafté 2 fois la semaine dernière, où j'ai joué un archétype artefact plusieurs fois dans son cube. Et qui a les petites bêtes pour dire on va faire plein de petits artefacts et il n'a pas mis, mais peut-être qu'en écoutant ce podcast il y pensera, à mettre un removal qui du coup synergise avec votre archétype. Je joue des trucs donc je fais des 1-1 artefacts, et ben en plus c'est un artefact, elles s'engagent, elles ont même pas besoin d'avoir la célérité, improvisation ça peut engager des bêtes même si elles viennent d'arriver pour coller 5 dégâts à la tentative de bloqueur adverse. Si vous aimez Kappa Cannoneer, vous devriez aimer Explosion de Capsule. Voilà, à part qu'il y a écrit Fallout dessus. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Cet épisode du Maître Cube vous a été présenté par Lucas Forlacroix ainsi que par Baptiste. Merci Baptiste d'être venu discuter avec nous aujourd'hui. Merci Lucas pour l'invitation. La musique est produite par Léa Ikash. Les visuels sont réalisés par Ophélie Pimbert-Gris. Le jeu de cartes Magic l'Assemblée est produit par Wizards of the Coast. Continuez à jouer à Magic, continuez de cuber. Et à bientôt pour un nouvel épisode du Maître Cube.